Cette vidéo a bénéficié du soutien de NordVPN. On vous en dit plus en fin d'épisode. Les extraterrestres sont en réalité déjà là, devant nos yeux. Cette affirmation, aussi bizarre qu'elle sonne à vos oreilles, fait partie des hypothèses plausibles permettant d'expliquer pourquoi, quand on scrute le ciel à la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes, nous n'en voyons et n'en entendons aucune, alors qu'il devrait en exister des milliers. En effet, beaucoup d'éléments nous donnent à penser que notre galaxie, comme l'univers tout entier, devrait être remplie d'un grand nombre d'autres civilisations intelligentes. De nombreux chercheurs pensent qu'au vu du nombre considérable de mondes potentiellement habitables que l'on a récemment découverts, notre seule galaxie devrait héberger plusieurs milliers de civilisations extraterrestres, là, maintenant. Des extraterrestres que l'on retrouve dans nos livres, nos films, nos mythes, mais que l'on n'a pour l'instant encore jamais rencontrés en réalité. Vous entendez? Écoutez bien, on n'entend rien. Le cosmos est silencieux et ce n'est pas normal. Et pour expliquer cette apparente anomalie, plus connue sous le nom de paradoxe de Fermi, un grand nombre d'hypothèses tentent de donner un sens à ce grand silence. Lors des épisodes précédents, je vous encourage à aller les voir, les liens sont dans la description, nous nous sommes longuement penchés sur deux hypothèses aussi effrayantes l'une que l'autre, celle dite du grand filtre et celle de la civilisation hyperprédatrice. Mais beaucoup d'autres explications plausibles existent et tentent de façon originale d'expliquer ce paradoxal silence radio. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous les hypothèses qui acceptent l'existence d'un grand nombre de formes de vie extraterrestres intelligentes, mais partent du postulat de base qu'aucune ne souhaite ou n'est en mesure de communiquer avec nous. Et ce pour tout un tas de raisons, qui, vous le verrez, sont chacune à leur manière déstabilisantes, et pour certaines questionnent notre propre destinée. Parmi ces hypothèses, on retrouve celles qui nous disent qu'en réalité les extraterrestres nous ont déjà visités. Ils sont déjà venus sur notre planète, mais dans des passés très lointains. Se sont posés, ont peut-être fait flipper quelques dinosaures ou d'autres espèces désormais disparues, avec qui ils ont même peut-être vainement tenté d'échanger, avant de repartir. On peut même aller jusqu'à imaginer qu'il y a de cela quelques dizaines de milliers d'années, ils se sont posés quelque part par là, ont croisé quelques tribus de chasseurs-cueilleurs, qu'ils ont trouvés fort peu intéressants puis sont repartis, pendant que nos ancêtres, dépourvus d'écriture, ont fini avec le temps par perdre le souvenir précis de ces troublantes rencontres, qui persistent sous la forme d'histoires distordues dans nos mythes. Ou alors, les extraterrestres, ce sont nous. Ou plus précisément, nous en sommes les très lointains descendants. C'est en tout cas l'explication proposée par l'hypothèse de la panspermie dirigée. Selon celle-ci, il y a des milliards d'années de cela, des extraterrestres sont passés de planète habitable en planète habitable pour les fertiliser, y planter quelques spores primitifs avant de s'en aller, laissant sur notre monde l'évolution suivre son propre chemin tortueux. Ainsi, nous serions en quelque sorte, au même titre que tous les vivants actuellement sur cette planète, le fruit d'une expérience qui a bien tourné et qui dans notre cas a fini par donner des êtres intelligents, très lointains descendants des extraterrestres. À moins qu'ils ne soient toujours là, devant nos yeux. Mais nous serions dans l'incapacité d'identifier leur présence du fait de leur technologie ou de leur nature matérielle, si différente de la nôtre, qui les camoufle. Ou alors, possibilité que l'on pourrait qualifier de terriblement vexante. Des milliers d'autres civilisations extraterrestres existent bel et bien. Elles nous ont identifiés, sont en capacité de communiquer avec nous. Mais disons que l'état d'avancement cognitif comme technologique de notre civilisation est selon leurs critères si pathétiques au regard de ce qui se fait de mieux chez elles, qu'aucune ne daigne s'attarder pour l'instant sur nous. Même nos plus grands accomplissements, nos plus belles avancées scientifiques, nos plus puissantes réalisations artistiques ne réveillent chez eux aucune curiosité. Notre espèce, à la fois ennuyeuse et prévisible, serait pour eux l'équivalent de ce que les amibes sont généralement pour nous, au mieux insignifiantes, au pire sans intérêt. À moins que notre galaxie grouille bien de civilisations avancées, qui cherchent pour la plupart à communiquer, mais nous ne disposons pas encore de moyens d'écoute appropriés. Nous tendons en quelque sorte les oreilles simplement à côté. On écoute ou on ne regarde pas bien. Dit autrement, c'est l'argument du « la vie extraterrestre est peut-être trop extraterrestre ». Trop différente dans sa façon d'être, de penser comme de communiquer, de tout ce que nous sommes capables d'imaginer. Bon, tentez quand même d'imaginer une espèce à la durée de vie très longue et au mouvement, disons, on peut très bien imaginer que celle-ci ait développé des façons d'envisager et de percevoir le temps si différentes des nôtres, que leur message pour tenter de communiquer avec nous pourrait bien s'étaler sur des ordres de grandeur extrêmement étirés. Et leur façon à eux de dire « salut » pourrait s'étaler sur des mois, et leur message ainsi passer inaperçu,
tel un bruit de fond parasite, impossible à décrypter. Ainsi, les fossés profonds nous séparant des extraterrestres pourraient être mesurés à la fois en distance entre les étoiles, mais aussi être de nature technologique, linguistique, culturelle, voire au-delà même de tout ce que nous sommes capables de concevoir pour décrire ce qui nous en sépare. Arrêtons-nous quelques secondes sur le seul aspect technique. Quand on y pense, les extraterrestres pourraient bien tenter de communiquer avec nous via des canaux auxquels nous sommes sourds, des canaux trop subtils ou difficiles à percevoir pour nous compte tenu de notre développement actuel, tels que de subtiles ondes gravitationnelles ou des signaux de particules extrêmement difficiles à détecter, comme les neutrinos, voire même en passant par des niveaux de réalité que même les plus folles de nos théories physiques n'ont pas osé imaginer. Ainsi, nous serions en quelque sorte pour eux une civilisation balbutiante, gigotant encore dans son berceau, et tentant d'écouter le ciel au moyen de technologies qui équivalent au regard de ce dont ils disposent à deux pots de yaourt reliés par une ficelle. Ainsi, ce silence radio, que certains, n'écoutant rien d'autre que leur propre désespoir, attribuent à un univers vide, serait en réalité le son de notre ignorance. Ou alors il existe bien des centaines de milliers d'autres mondes, tous habités par autant d'espèces aussi brillantes que fascinantes. Mais leur génie, à toutes leurs grandes œuvres, ne se manifeste pas à travers la réalisation de structures à l'échelle de systèmes stellaires, par la fabrication de vaisseaux ou la maîtrise de systèmes de communication radio aux grandes échelles du cosmos. Les autres civilisations extraterrestres ne voyagent pas entre les étoiles, n'émettent aucun signal et ne peuvent en réceptionner. Elles pourraient même être en un sens technologiquement primitives. Et pourtant, toutes pourraient avoir développé au cours de leur longue histoire des concepts, des idées, une philosophie de vie, un sens de l'humour, une intelligence sans égale, qui nous seraient, si nous les rencontrions, étrangères et inaccessibles, au même titre que l'immensité de l'espace nous dépasse. On peut aussi imaginer que les civilisations qui ont songé à partager leur idée en direction du ciel ont été arrêtées dans cette entreprise par des obstacles variés. Certaines ont pu apparaître sur des planètes extrêmement pauvres en métaux, et n'ont par là jamais pu accéder à l'ère des machines. D'autres apparaître sur des mondes entièrement recouverts d'eau, et ces espèces, sortes de poulpes ou de dauphins 2.0, à défaut de meilleures images à proposer, sont et resteront à jamais incapables de fabriquer leurs propres émetteurs radio. Et c'est pour nous le grand silence que personne ne vient briser. On peut même aller jusqu'à faire l'hypothèse que cette envie, cette curiosité qui semble un peu caractériser l'humanité, et semble avoir de tout temps poussé les femmes et les hommes à chercher à savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette colline, de l'horizon ou du système solaire, est une exception et n'est un trait de caractère aucunement partagé par les autres civilisations intelligentes qui peuplent notre galaxie. La majorité d'entre elles pourraient bien disposer des moyens techniques nécessaires pour venir à notre rencontre, mais leur envie, leur désir serait drastiquement différent des nôtres, pour la simple raison qu'aller en direction des autres n'a jamais été dans leur nature. Elles auraient en un sens sciemment renoncé à chercher, ayant dans leur psyché des principes qui les rendent réticents à l'idée même de communiquer avec d'autres, que ce soit par crainte ou simple désintérêt. Ou alors peut-être que ces civilisations sont, pour tout un tas de raisons extrêmement variées, moralement opposées à l'exploration. Peut-être ont-elles la phobie de l'espace, stellairement casanières, elles préfèrent rester sur leur planète d'origine et se taire. Elles sont capables de se répandre dans la galaxie, mais ont, en pleine conscience, décidé de simplement ne pas le faire. Quand je pense au nombre de fois où je suis resté chez moi, sans répondre au téléphone, où j'ai préféré larver sur mon canapé plutôt qu'aller découvrir le monde, je saisis presque intuitivement la puissance de cette idée. Dans le fond, qui nous dit que l'intérêt des autres civilisations pour la question de savoir s'il existe d'autres formes de vie intelligentes ailleurs n'est pas proche de zéro. Il existe d'ailleurs dans la même veine une autre hypothèse que je trouve personnellement aussi terrifiante qu'attirante, et qui nous dit que l'on peut expliquer le grand silence par le fait que, passé un certain niveau de développement technique, invariablement, les espèces extraterrestres intelligentes en viendraient à progressivement perdre toute forme d'intérêt pour le monde extérieur, jusqu'à se faire absorber par leur propre invention, par les environnements en réalité virtuelle beaucoup trop performants pour mimer la réalité qu'ils auraient fini par créer. Ainsi, et inévitablement, toute civilisation avancée ferait, avec le temps, le choix délibéré de se retirer du monde physique. Leur monde informatique et leur artifice leur offrant des possibilités de sensations de vie quasi infinies, ayant peu à peu pris le pas sur toute volonté d'exploration de la réalité. Et les vivants de ces grandes civilisations en seraient tous venus à migrer d'une nature biologique à celle d'entités, d'esprits informatiques.
évoluant en silence dans des environnements mimant avec toujours plus de précision. Une réalité alternative modulable au gré de leurs envies. Ainsi, les extraterrestres ayant délaissé leur enveloppe corporelle deviendraient extrêmement difficiles à détecter. Encore une fois, pensez au nombre de fois où vous n'êtes pas sorti de la journée parce que Internet ou qu'une série à binge-watcher avait sur le papier des trucs plus cool à vous proposer que la réalité. Et maintenant, songez à la puissance de mondes virtuels malléables selon vos désirs, des mondes dénués de souffrance et de mort définitive, et offrant plus de possibilités d'évasion et d'aventure que l'univers tout entier. Happés par la puissance hypnotisante de leurs inventions, ces êtres numériques auraient fini par totalement se lever dedans, délaissant un univers dans la réalité hostile et froid, pour ne plus s'épanouir que dans des paradis numériques artificiels, ne plus vivre que des voyages intérieurs. Et voilà que c'est de nouveau le grand silence. Sauf qu'il suffit d'une seule civilisation n'ayant pas suivi cette trajectoire, une civilisation curieuse des autres ou un peu expansionniste, pour venir exploser cette hypothèse et changer le grand silence en bruit. Qui, vous l'aurez noté, à moins que ce ne soit nous qui sommes dans une simulation informatique qui fait tourner dans son programme un univers n'hébergeant qu'une seule forme de vie intelligente, à savoir la nôtre. Et cette absence de bruit ne tient qu'aux limites du programme. Et là où ça devient véritablement troublant, c'est que cette simulation pourrait même être pilotée par une civilisation extraterrestre, extrêmement avancée cherchant à répondre au paradoxe de Fermi, ou à minima à trancher entre diverses hypothèses. Et ce faisant, cette dernière exécuterait des milliards de simulations comprenant des formes de vivants différents, pour déterminer leur capacité à s'élancer dans l'espace, à chercher à communiquer, et ainsi par exemple savoir avec précision quelle proportion de ces espèces peuvent présenter par exemple des comportements prédateurs ou belliqueux. Je vous renvoie à cet épisode-là. En fait, cette hypothèse de la simulation est arrangée avec toutes celles qui postulent que nous ne voyons pas d'extraterrestres, car nous sommes totalement à côté de la plaque, car la nature même de la réalité nous échappe, et rien de ce que l'on pense être vrai ne l'est, car l'univers dans lequel on ne les voit pas n'est qu'un hologramme, une illusion, un songe, et par conséquent il est impossible de savoir si nous sommes dans des cuves reliées à la Matrix ou si l'immense voûte étoilée est en réalité factice. Comme dans l'hypothèse du planétarium qui suppose, à la manière d'un Truman Show 2000.0, qu'une civilisation dotée d'une puissance sans pareille et s'amusant à nous cacher son existence a construit autour de notre planète un planétarium de taille démesurée. Franchement, les extraterrestres, ils savent bien se marrer. Dans cette catégorie d'hypothèses, on retrouve également les sempiternelles et plus classiques théories du complot, selon lesquelles il y a bien des contacts, mais les gouvernements nous les cachent afin de ne pas heurter nos sensibilités, en apprenant que les extraterrestres adorent bien venir visiter notre planète, mais surtout pour venir tripoter contre leur gré les paysans du fin fond de l'Arkansas. Notons au passage qu'aussi folles ou loufoques qu'elles soient, ces hypothèses ne peuvent, en l'état, être elles non plus totalement réfutées, tout comme celles qui supposent que les extraterrestres, dans un grand silence, nous étudient avec bienveillance et à respectueuse distance dans une sorte de zoo galactique. Ainsi, selon cette hypothèse, des civilisations supérieures tout à fait conscientes de notre présence existent bien en grand nombre. Mais si nous ne les avons encore jamais rencontrées, c'est que nous sommes dans une galaxie étroitement réglementée, par une instance au sein de laquelle les grandes puissances galactiques ont collégialement décrété, dans leur charte signée à l'unanimité, qu'il est formellement interdit de perturber le cours de l'histoire des petites civilisations, celles encore au premier stade de leur développement. Et ce faisant, elles nous ont en quelque sorte dédié une partie de l'espace, un vaste parc galactique protégé au sein duquel il est formellement interdit d'interagir avec nous, les primitifs. Combien de fois je t'ai dit de ne pas jouer avec les cafards dotés de raison? Un peu comme si il était écrit en grand, au-dessus du système solaire, regardez mais ne pas toucher. Ou plus précisément, ne pas interagir avec cette espèce tant qu'elle n'aura pas. Et là, vous pouvez vous amuser à remplacer les petits points par ce qui vous amuse. Mûris un peu et arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de bousiller la surface de toute sa planète. Franchis l'âge du silicium et tunez Internet. Atteint un degré de développement supérieur à celui d'Exibord Grut. Était capable par elle-même de découvrir notre présence. Ainsi, réaliser certaines percées en termes d'innovation technologique, de découvertes scientifiques, politiques, éthiques ou même philosophiques pourrait être une façon de convaincre ces civilisations que nous ne sommes pas seulement intéressants à observer, mais que nous avons également des choses intéressantes à dire.
à partager. Et c'est seulement une fois que l'on aura, par nos actions ou nos découvertes, montré patte blanche, que nous pourrons ouvrir la porte de ce zoo galactique et quitter notre statut actuel de pintade cosmique pour s'attabler avec les grands, et surtout mettre fin à cette digression sans fin dans le bestiaire des hypothèses plausibles pour expliquer ce grand silence. Pour qu'enfin, je ferme ma gueule. Je crois que vous l'aurez compris, j'adore le paradoxe de Fermi. D'autant qu'il autorise des hypothèses qui, au premier abord, semblent totalement farfelues, mais se révèlent souvent extrêmement intéressantes quand on prend le temps de creuser un peu la question. Et tout compte fait, je me demande si le plus frappadingue dans tout ça, ce n'est pas que, parmi tous ces possibles plus fous les uns que les autres, l'un de ces scénarios, au moins, est très certainement vrai. Dans tous les cas, et quel que soit votre point de vue sur les solutions possibles au paradoxe de Fermi, celle-ci reste à ce jour encore totalement ouverte et mystérieuse. Sommes-nous extrêmement seuls, absolument seuls, ou entourés d'un grand nombre d'autres civilisations, avec qui, pour des raisons multiples, aucun canal de communication n'a pu être ouvert? Une seule chose est certaine, le simple fait que l'on puisse se poser ces questions implique qu'une fois au moins, la vie est arrivée jusque-là. Alors pourquoi pas ailleurs et en grand nombre, des millions d'autres fois? Je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais bien voir, de mon vivant, le mystère du grand silence se briser. À moins que l'on soit dans les hypothèses des grands filtres ou des super prédateurs. Auquel cas j'en suis vraiment moins certain. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez faire un tour sur leurs épisodes. Ces idées devraient vous poursuivre un bon moment, jusqu'à ce que l'on puisse peut-être un jour trancher. En attendant, retrouvez-moi sur Insta, j'y partage parfois certains de mes égarements. Et dites-moi en commentaire les solutions du paradoxe que vous trouvez les plus loufoques ou les plus crédibles. En attendant de peut-être un jour rencontrer des extraterrestres, il y a bien une partie de la réalité qui est peuplée d'espèces étranges, c'est le monde d'Internet, qui est peut-être encore plus bordélique et hallucinant que toutes les possibles solutions au paradoxe de Fermi. Et pour pouvoir y surfer en toute sécurité, il vaut mieux chiffrer et protéger ses données. Actuellement, si vous passez par nordvpn.com/baladementale, vous pouvez bénéficier pour à peine le prix d'un café, d'un accès à la totalité de l'univers NordVPN. Un univers riche en couleurs et comprenant un pack de cybersécurité capable de faire passer un sale quart d'heure à toutes vos infections numériques. Car NordVPN est devenu bien plus qu'un simple VPN. Désormais, leur anti-malware sera le protecteur de votre ordi. Un protecteur toujours alerte et qui ne dort que d'un œil. Car même lorsque NordVPN n'est pas actif, pendant que vous dormez, lui reste toujours éveillé, à faire des clés de bras aux logiciels espions, à traquer les trackers, à affronter en combat singulier les fichiers infectés. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Et pour bénéficier de plusieurs mois d'abonnement gratuit, il n'y a qu'une direction possible, nordvpn.com/baladementale. Et ce qu'il existe des extraterrestres ou pas.